Bonjour, on m'entend pas. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de formation en ligne présentée par Global Software, spécifiquement dédiée pour vous étudiants. Je suis Milan Gérin, l'organisateur de cette formation et qui animera cette présentation cet après-midi. Pendant la formation, vous pouvez vous poser vos questions à l'aide de la plateforme GoToWebinar en affichant ou en masquant le panneau de contrôle avec la flèche orange et vous pouvez directement poser vos questions dans cette zone. Monsieur Asseya pourra répondre et qui m'accompagnera pendant cette formation. Monsieur Asseya pourra répondre à vos questions. Donc cette formation s'inscrit dans le cadre de 6 formations qui ont débuté au mois de juin dernier et qui vont s'écouler jusqu'au mois d'octobre. On a donc là, le mois dernier vu une première introduction sur la vérification des barres et le thème d'aujourd'hui sera la résistance des matériaux. Le mois suivant, nous verrons la méthode éléments finis et à la rentrée, ce sera la vérification des matériaux acier, béton et bois qui seront étudiés. Donc, au contenu de la formation d'aujourd'hui, une introduction au programme R-section, un programme qui permet de déterminer les propriétés de section quelconque à parois minces ou massives et qui effectue l'analyse des contraintes sur ces sections. Ensuite, un exemple introductif pour commencer avec un profilé en I à parois minces, avec la modélisation de A à Z de la section, l'analyse des contraintes de cette section, puis la classification de la section. Ensuite, on passera sur un profilé toujours en parois minces avec l'analyse des éléments à parois minces. On verra ensuite une section massive selon cette fois-ci l'analyse aux éléments finis. Et enfin, on verra une section composée, donc avec plusieurs matériaux. À la fin de cette formation, vous aurez accès au PowerPoint de cette formation, à l'enregistrement vidéo, ainsi qu'aux différents modèles qui vont être traités. On va donc passer tout de suite sur R-section, le programme qui est ici ouvert sur mon écran, avec un modèle déjà ouvert. Le programme R-section donc détermine toutes les propriétés de section quelconque à parois minces. Donc là, on voit une section plutôt classique, mais avec des épaisseurs différentes, et aussi les parois massives, selon plusieurs méthodes d'analyse et qui vont permettre d'analyser justement les contraintes. Les sections que vous allez pouvoir créer et vérifier dans ce programme vont pouvoir ensuite être disponibles dans la bibliothèque de sections du logiciel RFEM6. On verra à la fin de la formation, donc un logiciel de calcul de structure aux éléments finis. Donc, pour vous introduire ce programme, on va commencer par l'interface graphique, avec ici la zone de travail principale qu'on peut utiliser avec la souris. Donc ici, je peux déplacer mon modèle en cliquant avec le bouton du milieu de la souris, donc la molette. En restant maintenu, je peux venir déplacer le modèle. Je peux venir zoomer sur certaines parties de la section, toujours avec la moulette, en la roulant vers le haut ou vers le bas pour zoomer ou dézoomer.
Si je zoome trop sur un élément, je peux revenir à l'aperçu en entier en double-cliquant toujours sur cette molette. Voilà. Au niveau des menus contextuels, donc en faisant un clic droit sur l'un des éléments, j'obtiens le menu contextuel où je peux venir ensuite modifier selon certaines propriétés. Je peux venir donc avec un clic droit. Sur le même élément, je peux modifier cet élément en faisant un double clic gauche. Donc là, je sélectionne mon élément et je peux venir, alors hop, à l'aide d'un double clic gauche, je peux venir ici par exemple modifier la ligne. Je peux venir sélectionner plusieurs objets en même temps avec une sélection lasso. Donc soit de la gauche vers la droite. Ici, je suis avec une fenêtre orange. Je vais alors prendre tout ce qui est entièrement dans la fenêtre. Ou soit de la droite vers la gauche. Cette fois-ci, je suis sur une sélection, une fenêtre en bleu. Et tout ce qui va être dans l'élément plus coupé par la fenêtre sera sélectionné. On peut aussi sélectionner les objets les uns après les autres à l'aide de la touche contrôle. On voit qu'il y a un plus qui apparaît et je peux ajouter à la sélection certains éléments. À l'inverse, avec la touche majuscule ou shift du clavier, je peux désélectionner des éléments. Et je peux tout désélectionner avec la touche échappe du clavier. Voilà pour la zone de travail. On passe ensuite à la barre de menu. En haut, on retrouvera toutes les commandes disponibles par catégorie. Donc la première, avec le fichier, vous allez pouvoir créer les nouveaux modèles, ouvrir, sauvegarder, imprimer les graphiques, etc. Vous avez aussi, ce qui est très intéressant et ce qu'on verra pendant la formation, les fonctions d'import à partir d'un DXF notamment, et aussi export qui sont disponibles vers Excel. On a ensuite le menu modifier. On va pouvoir ajuster les objets de base ou les objets spéciaux, les cas de charge, les combinaisons, etc. Le menu affichage, le menu insérer. Donc pareil, on va pouvoir créer de nouveaux objets comme des matériaux, des sections, des points, etc. On aura ensuite le menu calculer. Le menu outils, on retrouvera notamment les créations de coins qu'on va utiliser dans cette formation aujourd'hui. Dans le menu options, vous allez pouvoir paramétrer le programme, notamment les propriétés d'affichage. Je peux cliquer ici. Et dans les propriétés d'affichage, je peux, donc si vous avez un arrière-plan en noir, il a été sélectionné ici, charger arrière-plan en noir. Et si je fais appliquer, j'ai peut-être le même écran que vous cette fois-ci. Et à l'inverse, si vous voulez venir comme moi un arrière-plan blanc, ici, vous pouvez valider et vous serez comme moi pour la formation. Dans les options ici, on retrouve aussi les options du programme, avec notamment les options de connecter les lignes et les éléments automatiquement. Ici, on voit que c'est activé. Vous avez aussi dans l'onglet paramètres, le paramètre de la langue. En effet, si vous êtes étudiant en France étranger, vous pouvez sélectionner la langue qui vous convient pour le programme. Si vous modifiez la langue, il faudra redémarrer R-section après la modification. OK. En dessous de la barre de menu, vous avez la barre d'outils où vous allez retrouver les raccourcis des commandes. Ça permet d'avoir un accès plus rapide aux fonctionnalités importantes. On a les outils de création ici sur la partie gauche et plutôt les outils de visualisation sur la droite. On a ensuite sur la partie gauche le navigateur qui va être décomposé en 3 parties. Donc vous avez ici le navigateur données avec toutes les données disponibles pour la modélisation, les charges et les résultats. Si vous faites un clic droit sur l'un de ces objets de base, vous pouvez alors créer un nouvel objet ou modifier les objets existants. On peut aussi réduire l'arborescence du navigateur
pour avoir un aperçu de chaque catégorie. Le concept du logiciel donc fonctionne par catégorie, ici où les objets de base vont dépendre d'autres objets de base. Pour vous montrer un exemple, si je vais sur l'élément 1, ici qui s'affiche en surbrillance sur la zone de travail, on voit que c'est associé au matériau numéro 1, ici par exemple S235, et en effet ici j'ai bien le matériau 1, S235. Et pareil, toujours sur cet élément numéro 1, c'est rattaché aux nœuds 15 et 16, au point, pardon. Et ici, je peux voir que les objets 15 et 16 sont bien définis et se mettent en surbrillance ici. Ok, donc voilà pour le concept du navigateur. On a ensuite le navigateur affiché, de deuxième onglet. On va pouvoir afficher ou masquer certains types d'éléments. Ou le modèle tout simplement. On peut afficher ou non la numérotation. Ici, elle s'affiche à l'écran. On peut également afficher les résultats, ce qui nous amène à la troisième partie du navigateur, le navigateur résultats. Ici, vous avez tous les résultats disponibles en fonction de l'analyse. Les résultats apparaissent également dans la zone de travail. Et la partie basse de ce navigateur, ce sont les paramètres du navigateur résultat, où vous pouvez définir le type d'affichage, par exemple en isobande des résultats, ou alors en isoligne, ou par défaut désactivé avec des diagrammes ici. Ici, on voit un diagramme de ce type. On peut modifier le basculement des diagrammes dans le plan de travail, ce qui donne, voilà. Et ici, dans l'analyse, on a les sections efficaces à paroi mince, mais aussi les éléments à paroi mince, et on peut sélectionner différents résultats ici, avec les contraintes d'unité ici qui sont affichées pour 1 kN par exemple pour les efforts. Enfin, la dernière partie de l'interface graphique, c'est les tableaux qui sont répartis par série. La première série de tableaux, donc objets de base, va regrouper tous les objets de base où on aura une synchronisation directe avec l'interface graphique. Voilà, si je sélectionne les éléments dans la ligne du tableau, ils se mettent en surbrillance. Hop, ils se mettent en surbrillance dans la zone de travail. Et inversement, si je sélectionne dans la zone de travail, donc par exemple les lignes, ça se met en surbrillance dans le tableau. Vous verrez ici que vous avez la possibilité de modifier directement les données dans le tableau, ce qui vous permet de plus rapidement modifier votre section. Les autres séries de tableaux, donc on aura les cas de charge et les combinaisons, les efforts internes, et enfin les résultats avec par exemple l'analyse des éléments à paroi mince et avec des sous-catégories de tableaux, par exemple ici les propriétés de section, où vous retrouverez toutes les propriétés de section, que ce soit l'air, les moments d'inertie qu'on verra pendant la formation, le moment statique, les aires de cisaillement, la torsion, etc. Très bien. Donc, voici pour l'introduction à R-section. On va pouvoir passer directement au premier modèle que l'on va modéliser ensemble, que je vais détailler ici. On va donc fermer ici. Hop. Donc, je ferme ici le premier modèle et je vais pouvoir ici cliquer sur Nouveau modèle.
On a une boîte de dialogue qui apparaît. On va pouvoir définir les données de notre nouveau modèle. Donc, à commencer par le nom du modèle. Donc, premier modèle profilé en I à paroi mince. On peut donner en plus une description à la section. Le nom de la série, ici on va sélectionner vide, mais vous pourriez rajouter dans le Global Center votre série de sections pour rassembler plusieurs sections dans une même série. Vous allez choisir ici une méthode d'analyse, donc deux méthodes qu'on verra aujourd'hui, soit aux éléments finis, soit selon les éléments à paroi mince. L'analyse aux éléments finis va être adaptée pour les sections massives, telles que les sections en béton ou en bois que vous allez vouloir personnaliser. Et donc, les propriétés de section vont être déterminées selon la méthode aux éléments finis. La méthode des éléments à paroi mince, elle permet de classifier les sections en acier notamment et de vérifier les sections selon l'Eurocode 3 et les critères de l'Eurocode 3. Ok, donc nous on va sélectionner cette deuxième et on va pouvoir valider. Donc voilà tout simplement pour les premières données d'entrée. Ici, on voit directement dans le navigateur, j'ai des matériaux par défaut du dernier modèle qui sont enregistrés. Pour commencer à zéro, on va juste faire un clic droit sur matériaux et on va cliquer sur tout supprimer. Oui, comme ça, je vais vous montrer étape par étape à partir de zéro comment créer une nouvelle section. On va pouvoir enregistrer ce modèle sur le bureau. OK. Et voilà. Donc, l'objectif ici, ça va être de créer une section de type IPE 300, mais sans prendre en compte pour l'instant les soudures d'ongles entre l'âme et la semelle. On va donc directement ici cliquer sur Nouvel élément dans la barre d'outils. On a une nouvelle boîte de dialogue donc, qui va nous permettre de dessiner graphiquement notre élément. On va choisir un mode d'entrée avec la longueur et direction qu'on vient activer ici. Et on voit ici que ça se met à jour. On va donc modifier la longueur. Alors, avant ça, on va juste attribuer un matériau. En effet, ici, on voit que j'ai des points d'interrogation sur le matériau. On va donc cliquer ici sur créer un nouveau matériau. OK. Ici, j'ai toutes les propriétés des matériaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la bibliothèque de matériaux qui est directement disponible dans R-Section. Donc, je clique ici sur importer à partir de la bibliothèque de section de matériaux. On retrouve ici la bibliothèque avec des possibilités de filtrer en fonction des régions, du type de matériaux, du sous-type, des normes, etc. Et toutes les séries de matériaux qui se mettent à jour. Et enfin, à droite, c'est ici que vous sélectionnez votre matériau. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement utiliser la barre de recherche en bas en cherchant directement le nom de notre matériau, donc acier S355. La liste ici se met à jour et j'ai plus qu'à sélectionner en fonction de la norme que je souhaite. Ici, je peux sélectionner mon matériau. OK. Je valide et les données, les propriétés du matériau se mettent bien ici. OK. Je peux valider et maintenant je peux créer mon premier élément en modifiant la longueur ici à 150 mm correspondant à ma semelle. L'épaisseur sera de 10,7 mm et je vais sélectionner le point 0, 0. OK. Voilà. Après sélectionner, je vois ici mon élément qui s'est mis en couleur et le prochain élément que je peux recréer. Pour le prochain élément, je vais créer l'âme. Je vais donc changer d'angle par rapport à mon plan de travail et me mettre à 90 degrés.
Donc, je vais faire ici vers le haut. Donc, je vais changer la direction. Je vais donc cliquer ici sur inverser l'orientation. Et comme ça, je vais pouvoir m'accrocher ici. La longueur, cette fois-ci ici, est de 289,3 mm. Pourquoi 289,3? On veut faire un IPE 300. On doit enlever 10,7 qui correspond à 2 fois la demi-épaisseur, puisque nous, l'IPE 300, ça va être à partir du nu inférieur de la lame de la semelle inférieure et du nu supérieur de la semelle supérieure. Donc on doit enlever 2 fois la demi-épaisseur, ce qui correspond à 300 moins 10,7, 289,3. Et l'épaisseur de cette semelle de cette âme sera de 7,1 mm. OK. Et je peux, donc là voilà, je peux sélectionner ici le point au milieu. Il est important de connecter les éléments entre axes. Là, j'aurais pu, par exemple, choisir ici ou ici avec directement une longueur de 300. Mais pour l'analyse des éléments à parois minces, il va être important par la suite de bien connecter les éléments directement sur leur axe. On verra ça un peu plus en détail par la suite. Et je vais finir la semelle supérieure. Je vais donc me remettre un angle de travail à 0 avec une longueur de 75 mm à gauche et une épaisseur de 10,7. OK. Et je sélectionne le point à l'axe. OK. Je vais cliquer ici sur inverser l'orientation et je peux créer de l'autre côté. Très bien. Je fais un clic droit pour quitter la fonction de création d'éléments. OK, la section est prête. Je peux lancer le calcul via le menu calculer par exemple et je clique sur tout calculer. On va déjà voir dans un premier temps les premiers résultats. Ici, les premiers résultats, donc on peut regarder sur le navigateur de résultats à gauche, on est sur les ordonnées, Y ici qui s'affiche, avec un résultat dans la zone de travail, avec une échelle de couleurs qui s'affiche ici sur la droite. Dans le tableau, vous êtes ici sur le tableau analyse des éléments à parois minces et dans la sous-catégorie propriétés de section. On peut retrouver l'aire de la section, ici de 51,88 cm². Vous retrouverez également la position de l'axe central par rapport au point 0. Donc ici, c'est bien 75 par rapport à Y. Et ici, moins 144 à peu près par là. On a d'autres résultats disponibles comme les moments statiques, ici, qui sont affichés. Et également dans le navigateur. Les modules d'élasticité qui sont également disponibles. Module de section élastique. Les aires de cisaillement. Les coordonnées du centre de cisaillement peuvent être aussi disponibles, on le verra dans un autre exemple. Ici, elles ne sont pas affichées puisque c'est identique au centre de gravité. Vous avez également les propriétés plastiques de la section, ici dans la catégorie plasticité. Et tout à la fin, vous avez notamment le poids propre par mètre linéaire de votre section qui est affiché. Donc comme je vous le disais, dans le navigateur, ici vous pouvez sélectionner moment statique et afficher aussi les résultats. Je vous l'avais montré dans le premier exemple, vous pouvez paramétrer l'affichage des résultats, soit en isobande, soit en isoline, soit à l'aide des diagrammes. Et les diagrammes, vous pouvez les afficher dans le plan de travail. Et ici, c'est bien à chaque fois selon l'axe.
Et également, si vous voulez afficher plus clairement vos résultats, vous pouvez désactiver les éléments dans le navigateur affiché. Par exemple, vous pouvez désactiver les éléments et les pièces. Et ici, on voit ici que c'est plus lisible. Ok. On va modifier la section pour activer les propriétés de section efficace et rajouter les angles de soudure qu'on pourrait retrouver notamment sur des profilés reconstitués ou des profilés laminés des fabricants. Donc, on va désactiver les résultats ici dans le navigateur affiché et on va modifier les données de base. Donc, ici, modifier le modèle données de base. OK. Dans l'onglet Général, on a les options ici pour l'analyse des éléments à part mince et on peut activer section efficace, acier ou aluminium et sélectionner la norme que l'on souhaite vérifier. On valide et ça va nous permettre de visualiser quels éléments de la section sont pris en compte dans la classification selon l'Eurocode. Et cette fois-ci, on peut, dans le navigateur affiché toujours, activer les sous-panneaux. Et vous voyez des sous-panneaux, donc si j'active ou je désactive, qui s'affichent. La section est désormais divisée en plusieurs panneaux secondaires rectilignes. Ces panneaux rectilignes représentent les parties C sur T qui sont définies dans l'Eurocode, avec C qui représente la longueur d'un élément, d'un panneau secondaire, et T qui représente l'épaisseur. Donc C la longueur et T l'épaisseur. La longueur ici, on voit qu'elle est définie dans le sens là, et l'épaisseur au bout de cette longueur par un trait. On va maintenant rajouter les angles entre les semelles et lames. On va donc utiliser dans le menu Outils, créer un coin arrondi. Ok, la boîte de dialogue me demande de sélectionner les lignes et de définir le rayon. Je vais donc définir un rayon de 15 mm et je vais sélectionner la première ligne ici. Ok. Et la deuxième ligne pour le coin. On voit ici la visualisation du coin arrondi qui se fait. Donc j'ai juste à cliquer sur la deuxième pour valider. Ok. Je peux recommencer de l'autre côté. D'ailleurs, tout de suite, ce qu'on voit, le sous-panneau ici a été raccourci. En effet, la longueur rectiligne ne va plus jusqu'au bout de l'élément, mais s'arrête maintenant au début de l'arrondi. Ça va donc avoir un impact sur le calcul des sections efficaces. Je sélectionne toujours mon coin arrondi en sélectionnant cette première ligne et la deuxième ici. Ok, pareil, ici le panneau secondaire, la partie C sur T s'est raccourcie. Je fais un clic droit pour quitter la fonction d'arrondi. Et pareil, je vais refaire un arrondi, mais cette fois-ci angulaire. Donc dans le menu outils, je clique sur créer un coin angulaire. Et on va faire cette fois-ci en partie basse. Je vais sélectionner le type de coin, bord et angle. Je vais sélectionner mon angle à 45 degrés. La longueur de mon bord, c'est de 6 mm. Il faut que le L1 corresponde à la longueur finale de l'angle, donc à l'hypoténuse par rapport au bord. Il faut donc que je tape la formule 6 fois racine carrée, donc SQRT de 2. Comme c'est un angle à 45, automatiquement, il retrouve la valeur grâce à la formule.
Et cette fois-ci, je peux sélectionner ma ligne du bas et celle de l'âme. Ok, on voit la ligne qui se fait. Pareil ici, les parties C sur T se raccourcissent pour se mettre au début du coin angulaire qui vient modifier les propriétés de section. Je clique sur cette ligne et la deuxième pour créer le deuxième coin. Je fais un clic droit pour quitter la fonction et OK. Voici notre section modifiée. Pour l'analyse des éléments à paroi mince, je vais devoir définir des cas de charge. On va donc dans le navigateur Données, cliquer sur cas de charge et combinaison. On va faire un clic droit sur cas de charge et cliquer sur Nouveau cas de charge. Ok, on va définir ici le nom de notre nouveau cas de charge, donc effort seulement selon n. Et on va créer un deuxième, donc je vais tout simplement cliquer ici sur copier le cas de charge sélectionné et je peux renommer ici seulement m. Comme ça, je vais faire un cas de charge d'effort normal et un cas de charge de moment. Et on va faire une combinaison de cette charge, de ces charges, ici dans l'onglet combinaison de charge. Je clique ici sur créer une combinaison de charge. J'ai mes deux cas de charge que je peux ajouter. Je clique ici sur tout ajouter. Ok, donc je vais juste faire une fois une charge seulement n et une fois une charge seulement m. Je valide. Et cette fois-ci, je vais définir les efforts internes. Donc toujours dans le navigateur données, je sélectionne le premier cas de charge CC1 seulement effort normal. Je fais un clic droit sur effort interne et je clique ici sur nouveaux efforts internes. J'ai ma boîte de dialogue où je peux définir tous les types d'efforts internes pour un cas de charge selon une position. Et je vais définir ici par exemple un effort de moins 10 kN. Moins 10, un signe moins négatif correspondra à de la compression et un signe plus correspondra à de la traction. Donc ça, c'est important de le savoir. Et là, je vais cliquer sur appliquer et suivant et je vais pouvoir passer au deuxième cas de charge. Je mets ici l'effort à 0 et cette fois-ci, dans le deuxième cas de charge pour les moments, je peux mettre mon moment MY à 100 kN/m. Ok. Donc, l'effort normal et le moment fléchissant que je viens de définir dans chaque cas de charge vont s'appliquer au centre de gravité. Les efforts de cisaillement, eux, vont s'appliquer au centre de cisaillement si j'en avais défini. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, avant de lancer le calcul, je vais aussi définir des points de contrainte, puisque là, la section que j'ai définie, vous avez des points rouges et des points bleus, mais le logiciel a automatiquement défini des points bleus qui vont être des points de contrainte et donc qui vont permettre de ressortir les résultats à certains points. Donc, vous avez aussi la possibilité de rajouter en plus du logiciel d'autres points de contrainte. Donc, par défaut, les points de contrainte vont être définis aux extrémités des éléments ou alors au milieu des éléments. Et donc, dans le navigateur de données, ici, point de contrainte, je peux cliquer, faire un clic droit, nouveau point de contrainte. Et ici, je peux facilement définir un point avec un numéro que je peux facilement retrouver. Donc, par exemple, numéro 100. Je clique sur sélectionner graphiquement un point et importer ses coordonnées. Donc, par exemple, sa coordonnée Y. Je sélectionne ici, par exemple, un point au milieu de la semelle. OK. Là, j'ai la coordonnée Y, donc au milieu. Et je vais juste définir en Z, donc c'est-à-dire un peu plus haut que la semelle dans l'âme, à 100 mm par exemple, mon point de contrainte. Hop. 100, moins 100, pardon. Puisque l'axe Z
est vers le bas. En mettant 100, j'étais en dehors de la section. En mettant moins 100, ici, je suis bien mon point de contrainte ici. OK. L'analyse des contraintes, je peux voir les configurations qui sont définies par défaut. Donc ici, dans le navigateur données, je peux faire un clic droit sur configuration des contraintes et cliquer sur modifier. On voit ici toutes les contraintes disponibles et que je peux afficher ou qui sont affichées par défaut. On voit que par défaut, RSection va calculer 3 contraintes, donc sigma x total, taux total et sigma équivalent. J'ai la possibilité d'activer également d'autres contraintes. Par exemple, je pourrais activer la contrainte seulement sur l'effort normal que j'ai mis et seulement sur le moment fléchissant MY que j'ai rajouté. Donc là, vous pouvez l'activer ici et vous avez les détails ici des différentes contraintes. OK, donc nous, on va laisser par défaut ce qui est défini. Et on va lancer le calcul, donc via le menu calculer, et on clique ici sur tout calculer. Les résultats sont disponibles. Dans le navigateur résultats, cette fois-ci, on a deux types d'analyses disponibles. Donc la première qu'on avait faite, les éléments à part mince, et la deuxième, l'analyse des sections efficaces à part mince. Donc on va rester sur la première pour l'instant. Et pareil, je peux synchroniser mon tableau de résultats avec l'analyse des éléments à part mince. Donc on avait déjà vu les propriétés de section. On a aussi les moments statiques et de gauchissement qui s'affichent en fonction des différents éléments et des points. Les contraintes d'unité qui vont s'afficher et qui sont aussi disponibles par matériau avec les différents points de contrainte. On a par exemple le point 100 et les contraintes, pareil, selon les combinaisons, les cas de chargement. Vous pouvez aussi afficher les contraintes par point de contrainte. Et ici, j'ai tous les points et je peux afficher par exemple pour mon point que j'ai défini ici à 100, les trois contraintes sigma x tot, tau tot et sigma équivalent. Donc ça permet de vérifier rapidement les ratios au point que l'on a défini. Dans le navigateur résultats, on va cette fois-ci afficher l'analyse des sections efficaces à paroi mince. Et on va afficher, voilà, ici, sigma x. Pareil ici, analyse des sections efficaces à paroi mince. On va afficher propriété des sections efficaces. Qu'est-ce qu'on voit ici, notamment au milieu de la section? On voit que c'est vide, le diagramme s'arrête. Donc ça veut dire qu'au milieu de cette section, la section n'est plus efficace. Donc cette partie de la section n'est pas prise en compte dans la définition des propriétés de section. Dans les sous-tableaux de cette partie, on peut aussi afficher la classification de sections selon l'Eurocode 3. Et ici, vous avez tout en haut la classe qui est définie pour cette section. Ici, ça a été défini automatiquement en classe 4. La classe qui va être prise en compte pour la section sera la classe la plus grande définie pour les panneaux secondaires. En effet, si on regarde ici le premier sous-panneau, la classe 1 a été définie. Si on regarde le deuxième sous-panneau, c'est la classe 4. Donc automatiquement, la section va récupérer la classe de la plus grande classe des panneaux. Donc là, ici, la classe, le sous-panneau 2, c'est pour l'âme de la semelle.
On peut l'afficher ici, l'élément 2. Voilà, ça correspond à l'âme. Au niveau des données qui vont être définies pour cette classe, on voit ici 1, 2, 3, les 3 différentes limites C sur T qui vont classifier la classe soit la section soit en classe 1, 2 ou 3. Ici, on voit que la limite de la classe 3, c'est 34,172. Or, ici, le ratio C sur T que l'on a, c'est de 35, qui est bien supérieur. On est donc bien en classe 4. On peut passer maintenant au tableau suivant, les largeurs efficaces selon l'Eurocode 3. Et ici, on voit ici donc les longueurs efficaces des panneaux, et notamment pour le panneau numéro 2, donc notre âme, on voit ici donc une longueur efficace et ici une longueur inefficace de 19,7 mm. Ça correspond bien ici à notre section manquante qui ne participe pas aux F1. Très bien. Et enfin, si on revient sur l'analyse des sections efficaces à parois minces, on peut réafficher les contraintes avec les ratios selon les cas de charge et les combinaisons ici qui s'affichent. Ok. On va pouvoir passer à l'exemple suivant. On va donc enregistrer le modèle et pouvoir quitter le modèle. On va cette fois-ci créer une section asymétrique. Là, on était sur un profilé en I symétrique. On va cette fois-ci définir une section asymétrique, toujours à parois minces, à partir de 2 sections standardisées. Donc, je vais cliquer ici sur Nouveau modèle, comme tout à l'heure. Ok, j'ai la boîte de dialogue de nouveau modèle qui apparaît. Je peux donner le nom à mon nouveau modèle. Donc, une section à parois minces selon la méthode analytique. Ok, je laisse le nom de série vide, on va l'enregistrer après. Je passe ici sur l'analyse des éléments à parois minces, où je vais pouvoir comparer la méthode analytique selon l'Eurocode 3, et j'active d'ores et déjà les sections efficaces. Ok. Donc pareil, l'affichage ici est vide, je vais directement faire un clic droit dans le navigateur de données sur les matériaux pour tout supprimer, pour recommencer à 0. Ok, donc on définit un nouveau matériau, on fait clic droit dans le navigateur de données et on clique sur Nouveau matériau. On peut cliquer ensuite ici sur le livre pour ouvrir la bibliothèque de matériaux et je peux taper directement dans la barre de recherche en bas à gauche mon matériau S235. La liste ici se met à jour et je peux choisir selon la norme mon matériau. Il est bien sélectionné ici, je peux cliquer sur OK. Les propriétés de base du matériau sont ici, je peux valider. On va pouvoir cliquer sur enregistrer le modèle pour d'ores et déjà l'enregistrer sur le bureau. Ok. On va donc créer la section. Pour cela, je vais juste faire un clic droit dans la zone du plan de travail et je vais désactiver cette option éléments automatiquement divisés. Je vais la désactiver puisque je vais partir de sections directement existantes et je vais forcer la division un peu plus tard. On va donc
créer l'autre section à partir de sections existantes. Donc dans le navigateur de données, je fais un clic droit sur section et je clique sur nouvelle section. Et ici, je peux cliquer sur importer la section de la bibliothèque. Et j'ai toute une bibliothèque de sections que je peux choisir. Donc ici, ça va être en L, une section en L que je vais utiliser. Je clique dessus et j'arrive sur toutes les gammes de produits de ce type de section. Comme pour les matériaux, vous avez les filtres de disponibles en fonction des fabricants, des normes, etc. La série se met à jour et vous n'avez plus qu'à sélectionner la section que vous souhaitez. Et pareil que pour les matériaux, je vais directement utiliser la barre de recherche en bas. Je vais taper le nom de la section que je connais. Et automatiquement, un premier tri est déjà effectué avec les sections qui correspondent au nom de section que j'ai donné. Donc L 200 par 150 par 12. Et je peux choisir maintenant, selon les normes qui restent, la section que je souhaite. Le matériau ici est bien défini. OK. Voilà. Quelques options ici avant d'insérer la section. Je vais pouvoir miroiter la section. Donc par exemple, moi ce qui va m'intéresser, c'est autour de l'axe Y. Je vais miroiter, voilà. Et je vais pouvoir faire aussi une rotation de 90 degrés de ma section. OK. Ici, position de la section, je vais choisir le point à partir duquel j'insère la section. Je vais donc sélectionner graphiquement dans l'aperçu ici en zoomant avec la molette, le point ici du milieu. OK. Et ici, c'est la position dans le logiciel où je vais pouvoir sélectionner graphiquement la position en cliquant par exemple sur 0. OK. Donc, je valide. Et voilà. La section a bien été définie. Donc, déjà, on peut voir deux méthodes différentes de modélisation. La première, dans l'exemple précédent où j'ai pu modéliser les éléments un par un. Ou alors ici, à l'aide de la bibliothèque de section, où cette fois-ci, j'ai tout simplement rapporté une section et les éléments se sont créés automatiquement. Le logiciel a automatiquement repéré les éléments. OK. On va continuer la section. Donc là, ici, on voit dans le navigateur éléments, il y avait une petite flèche qui indique bien l'existence d'objets dans ce type, donc pour les éléments, et on voit bien les éléments qui sont automatiquement créés. Dans le navigateur affiché, on va activer sous-panneau, et on voit bien ici les parties C sur T qui ont été automatiquement créées, qui sont bien pris en compte jusqu'au bord de l'arrondi. Petite remarque sur ces parties C sur T, on peut remarquer un code graphique qui permet de facilement vérifier la modélisation. Si vous avez une extrémité de la ligne avec une ligne perpendiculaire, donc en T comme ça, c'est que cette ligne est connectée de façon rigide à l'élément, qui est le cas ici. Pareil ici. À l'inverse, si vous n'avez pas de ligne perpendiculaire ici, comme ici, c'est que vous êtes sur un bord libre sans connexion. Donc là, déjà, dans un premier temps, ça peut permettre de vérifier la cohérence de notre section. OK. On va juste faire un clic droit sur la section, ici, et on va cliquer sur convertir en géométrie normale. Et cette fois-ci, les éléments sont indépendants et on a la possibilité de les sélectionner un à un pour créer l'autre aile de la section, par exemple, et là. Alors qu'avant, c'était une seule et même section.
Ok. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va modifier un peu l'extrémité ici. On va sélectionner ce point numéro 6 et on va cliquer sur supprimer. Donc, je peux faire un clic droit dessus et supprimer le point 6. Qu'est-ce qu'on voit ici? Si on vient dans le navigateur des données, les éléments sont cette fois-ci affichés en rouge car ils ne sont pas définis correctement. En effet, ici, on n'a plus de pièces de définies. Donc, les éléments n'étant plus attribués à des pièces, cela ne fonctionne plus. Alors, pourquoi on n'a plus de pièces? On va aller dans le navigateur affiché. Et si on masque les éléments, voilà. Ici, en fait, on voit qu'on n'est plus sur un contour fermé puisque j'ai coupé l'un des points. Mais j'ai fait ça pour pouvoir faire le reste de la section. Ok, donc voilà pourquoi. On va pouvoir faire maintenant le reste de la section. On va cliquer ici sur Nouvel élément. J'active la longueur et la direction avec une longueur de 200 mm, d'épaisseur 12. Hop. Je veux le faire dans le prolongement de cette section. Je vais donc inverser l'orientation. OK. Et je peux sélectionner le point d'insertion ici. OK. On va faire l'autre partie vers le bas. Donc, je vais tourner mon plan de travail à 90 degrés. Je vais cliquer sur inverser l'orientation et je peux cliquer ici sur le point. Alors, je vais modifier l'épaisseur à 10 mm. OK. Et je peux sélectionner le point d'insertion. OK. Je fais un clic droit pour quitter et c'est bon. Donc toujours important, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, d'insérer les éléments non pas au bord, mais bien au centre pour avoir un point en commun pour les éléments. Et comme ça ici, automatiquement, les sous-panneaux sont bien repérés comme il faut. Ok, on va désactiver les sous-panneaux pour l'instant dans l'affichage. Alors juste, je fais un retour en arrière. Puisque ma longueur d'élément n'était pas bonne, c'était 400. Voilà, pour une épaisseur 10. Donc 400 pour une épaisseur 10 et non pas 200. Et là, j'insère bien au milieu. Ok, je fais un clic droit pour quitter et là, j'ai bien la section que je souhaite. On va rajouter des angles. Donc, toujours via le menu outils, créer un coin angulaire. Je sélectionne le type de coin bord et angle. Donc à 45 degrés et toujours pareil, je veux un bord de 6 mm. Donc sachant que j'ai un angle de 45, je fais 6 fois SQRT. Donc pour racine carrée de 2. Je valide, j'ai ma valeur de 8,5 et je peux sélectionner ma première ligne, puis ma deuxième ligne. OK, et l'angle a bien été créé, les parties se sont mises à jour. Je fais pareil de ce côté-là. Je sélectionne cette ligne, puis cette ligne. OK. Je fais un clic droit. Ici, tout s'est supprimé. Quand je regarde dans le navigateur de données, éléments, j'ai toujours en rouge tous mes éléments car ils ne sont toujours pas définis correctement. Pourtant, il me semble que le contour de ligne soit bien fermé ici, mais ce ne doit pas être le cas. Donc, je vais aller sur ma pièce. Ici, j'ai bien ma pièce qui est en rouge, donc il y a un problème de définition dans ma pièce. Je vais donc faire un clic droit, modifier. Je vais cliquer ici sur
sélectionner graphiquement les lignes de contour. Je vais cliquer sur effacer les objets sélectionnés pour recommencer à zéro. Je vais donc tout sélectionner pour être sûr. Je valide. OK. Et si je fais OK, j'ai une erreur. Les lignes de contour ne sont toujours pas fermées. Donc, je valide. Et en effet, si je sélectionne graphiquement les lignes de contour, je m'aperçois ici qu'il reste deux lignes. J'ai juste à les désélectionner. Donc, pour cela, je les sélectionne avec la touche Shift. On voit qu'il y a un moins qui apparaît. Voilà. Les autres restent en jaune. Celle-là, on peut être désélectionné. Je peux valider. OK. Voilà. La pièce est bien maintenant en noir. Elle a bien été définie. Et les éléments, pareil. OK. On va redéfinir les charges. Je vais donc dans le navigateur de données, 4 charges et combinaisons. Je fais un clic droit sur 4 charges. Et je clique sur Nouveau 4 charges. On va toujours définir un premier cas de charge seulement N. Je vais cliquer sur copier le cas de charge sélectionné et ici seulement M. OK. On va aller dans l'onglet combinaison de charge. Je crée ici une combinaison de charge et je vais cliquer sur tout ajouter pour ajouter N plus M. OK. Effort interne, donc dans le navigateur de données, le premier cas de charge, je fais un clic droit sur effort interne et je clique sur nouveaux efforts internes. Je définis mon effort normal à moins 50, donc moins pour la compression. Je clique sur appliquer et suivant. Je peux maintenant en haut sélectionner mon deuxième cas de charge. Je remets à 0 l'effort normal. Et je définis mon moment fléchissant à 20 kN. Et je peux cliquer sur OK. On va pouvoir lancer le calcul. Je peux lancer le calcul directement dans la barre d'outils ici avec le bouton Tout calculer. Donc, on va regarder les résultats qui s'affichent ici, donc en isobande. Donc là, on est tout simplement sur les propriétés de section avec les ordonnées Y. On va juste, dans le navigateur affiché, masquer les sous-panneaux, OK, pour bien afficher les résultats. On revient dans le navigateur résultats. Dans le tableau analyse des sections efficaces à paroi mince, on a le tableau propriétés des sections efficaces. On voit la position de l'axe central dans la direction Y qui est un peu décalée par rapport au point 0, qui correspond au centre de notre âme. Et aussi les coordonnées du centre du cisaillement en fait qui s'affichent ici. Donc si on descend un peu pour aller dans les propriétés de cisaillement, voilà. Donc là on a les aires de cisaillement qui s'affichent. Et tout à l'heure, ce qui ne s'affichait pas puisqu'on avait le même centre de cisaillement et le centre de gravité. Ici, on a la position du centre de cisaillement disponible puisque c'est différent du centre de gravité. OK. On va afficher ici
les contraintes, donc dans analyse des sections à parois minces, je vais afficher sigma x dot. Alors, analyse des sections efficaces à parois minces, pardon. Qu'est-ce qu'on a ici et ce qu'on peut facilement lire sur la zone de travail, c'est que pour le cas de charge numéro 1, on a une non-participation d'un petit bout de la partie gauche de la section et de la partie basse de la section. En effet, donc l'effort normal, il faut savoir qu'il s'applique, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au centre de gravité. Là, on voit que le centre de gravité est un peu au-dessus de la section. Donc ici, ça va plutôt être la partie supérieure de la section qui va participer de façon efficace. On peut regarder pareil pour le cas de charge numéro 2. Cette fois-ci, on est sur la cas de charge où on a appliqué un moment par rapport à Y. Donc cette fois-ci, on voit qu'on a juste la partie gauche de la section qui ne participe pas, mais toute la hauteur de la section participe, puisque la reprise du moment autour de l'axe Y se fera intégralement sur toute la hauteur de section. Donc la partie basse ici s'applique aussi. Et donc du coup, si on regarde la combinaison des deux résultats, avec la combinaison 1 qui regroupe le cas de charge 1 plus le cas de charge 2, on voit qu'on est sur une tendance plutôt par rapport au moment où il y a vraiment juste la petite partie gauche ici qui ne participe pas. Donc pareil, au niveau du type d'affichage, on peut aussi afficher ça sous forme de diagramme en désactivant les isobandes. Ok. Une petite parenthèse sur cette section avec le rapport d'impression qui peut être utile pour sortir vos résultats. Donc, on va par exemple ici cliquer sur imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. Si on veut sortir une sortie graphique des résultats qui s'affichent à notre écran, on va cliquer ici sur remplissage de la fenêtre et automatiquement la section se met à jour par rapport à la feuille A4 qui a été définie par défaut. Et on peut cliquer sur enregistrer et afficher. Donc là, on n'a pas de rapport d'impression de défini, donc il va nous demander d'en créer un à partir de certaines données. On va donc pouvoir sélectionner les données à afficher en plus du graphique. Donc on va faire un exemple assez rapide. Donc voilà le gestionnaire des rapports d'impression qui s'affiche. Je vais pouvoir faire un clic droit, cliquer sur tout réduire. J'ai toutes les options qui sont disponibles. Je vais tout simplement cliquer sur sélectionner tous les objets, puis inverser la sélection, comme ça tout est désélectionné. Et je vais seulement sélectionner le matériau. Et ici, je peux cliquer sur OK. Comme ça va juste m'afficher le rapport d'impression avec les propriétés de matériaux, puis le graphique que j'ai rajouté au rapport d'impression. OK. Donc, le rapport d'impression se charge avec le graphique.
Vous pouvez également faire des impressions en série. Donc là, je vais juste faire afficher ce que j'ai choisi à l'écran. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner des impressions en série pour afficher et ajouter facilement au rapport plusieurs impressions, plusieurs résultats. Voilà, donc on voit en bas à gauche le rapport qui s'est chargé. On voit ici d'ailleurs directement, voilà, le rapport qui apparaît et qui était sur une autre fenêtre. La page de garde par défaut avec une première visualisation par défaut. Et ici, on voit notre image que l'on a rajoutée qui apparaît donc directement dans notre rapport. Voilà. OK. Donc, on peut enregistrer le modèle et on va pouvoir quitter pour passer à la section massive. Je clique sur Nouveau modèle et on va cette fois-ci créer une section en aluminium sans possibilité de modéliser les parois minces régulières comme on l'a fait avec les parties C/T. Et on va vous montrer, donc là je vais pas cliquer sur Nouveau modèle, je vais vous montrer une autre possibilité de créer un nouveau fichier à partir d'un DXF. Donc dans le menu fichier, je fais directement import DXF et j'ai plus qu'à sélectionner mon fichier pour créer mon nouveau modèle. À partir, donc on va voir des lignes de contour de ma section que je vais utiliser pour définir ma section. Donc ici, j'ai la possibilité de définir le point d'insertion de mon DXF, si je souhaite l'orienter ou pas, le miroiter par rapport aux coordonnées, etc. Et je peux valider. Ici, je laisse par défaut, puisque ça a été correctement défini dans le logiciel de dessin. Et donc, je vois ici qu'il a bien été inséré et que ça a été créé des lignes et des points tout simplement. OK. On va regarder ce qui a été défini dans les données de base. Donc, je viens cliquer ici sur modifier le modèle données de base. J'ai le nom de mon DXF qui se met en nom du modèle et en méthode d'analyse, je suis sur une analyse aux éléments finis. Donc, je vais bien rester là-dessus puisque là, je n'aurai pas la possibilité de créer plusieurs parties C/T pour ma section. OK. On va toujours repartir sur un nouveau matériau. Donc, je vais cliquer sur tout supprimer pour mes matériaux. Et je vais cliquer et on va d'abord enregistrer le modèle. OK. OK. Donc, ici, comme je vous l'ai dit, seules les lignes ont été importées. Donc, c'est un choix qui est possible pour modéliser soit directement les éléments comme j'ai pu le faire au tout début, ou soit modéliser à partir des lignes de l'import DXF. L'avantage, donc là ici, c'est que je peux directement créer ma nouvelle pièce. Donc dans le navigateur de données, dans les objets de base, je vais faire un clic droit sur pièce et je vais cliquer sur nouvelle pièce. Et là, j'ai la possibilité de sélectionner mes lignes de contour. OK. Donc, je vais pouvoir sélectionner mes lignes de contour. Je vais d'abord créer un nouveau matériau. Donc, je clique sur créer un nouveau matériau. Et je vais pouvoir cliquer sur la bibliothèque de matériaux et rechercher mon matériau aluminium. Donc, je connais les références de mon matériau aluminium. Je peux le taper directement dans la barre de recherche en bas.
Voilà. Et on voit ici que j'ai plus qu'une série d'aluminium qui est disponible. Et je vais prendre ici la dernière série, T66. OK. Je valide. OK, la pièce est prête à être créée avec mon nouveau matériau. J'ai plus qu'à sélectionner les lignes de contour. Je clique donc sur sélectionner graphiquement les lignes de contour. Je vais tout simplement tout sélectionner au début. Sauf que pour que les pièces puissent fonctionner, il faut que le ligne de contour soit fermé. Je vais donc désélectionner toutes les lignes de contour intérieures et on va par la suite créer des ouvertures à l'aide des lignes de contour intérieures. Donc pour les désélectionner, je vais pareil faire des fenêtres graphiques ici et en appuyant sur la touche Shift du clavier. Voilà, j'aime bien un moins qui apparaît. Voilà. Et je sélectionne de cette façon. Hop. OK. Et les deux dernières. OK. Donc comme ça, j'ai bien un contour de section fermée. J'ai pu désélectionner toutes les lignes intérieures. Je valide. OK. Et j'ai bien ma pièce. Donc maintenant, je vais créer les ouvertures. Je vais donc dans le navigateur de données et dans les objets de base, je fais un clic droit sur ouverture. Je clique sur nouvelle ouverture et sur le même principe, je vais sélectionner graphiquement les lignes de contour. Je vais sélectionner pour l'instant seulement la première ouverture, comme ceci. OK, les lignes sont bien visibles en jaune. Je valide et je valide directement. Comme mon modèle est symétrique, je vais tout simplement sélectionner l'ouverture ici et la copier avec une rotation sur les trois autres. Donc j'ai sélectionné mon ouverture. Je vais pouvoir faire un clic droit dessus et cliquer sur tourner, copier. Je vais activer l'option créer une copie. Je veux créer 3 copies ici, à ce niveau-là, qui vont tourner chacune de 90 degrés par rapport au point de rotation ici que je peux définir graphiquement, qui sera au milieu, donc c'est bien le point 0, 0. OK. Et je peux valider. Les ouvertures se sont créées et il me reste plus que la dernière. Donc je vais refaire comme pour la première. Je fais un clic droit sur ouverture, nouvelle ouverture. Je sélectionne graphiquement les lignes de contour et ici, j'ai plus qu'à faire une sélection lasso de mes lignes intérieures. OK, parfait. Je valide. Voilà. La section est finie, je vais pouvoir définir les charges. Donc je vais faire un clic droit sur 4 charges dans le navigateur de données. Nouveau cas de charge. Je vais créer le premier toujours seulement un effort normal. Je vais copier ce cas de charge pour faire cette fois-ci un effort de torsion. Donc seulement T. Dans l'onglet combinaison de charge, de la même façon, je crée une nouvelle combinaison de charge et je clique sur tout ajouter. Je valide et dans le navigateur de données, pour les efforts internes, le premier cas de charge 1, je fais un clic droit sur effort interne, nouveaux efforts internes. Je vais pouvoir mettre mon effort normal de moins 10 kN. Je clique sur appliquer et suivant. Je sélectionne mon deuxième cas de charge. Je mets 0 en effort normal. Et je peux mettre ici un moment de torsion
de 0,30 kN/m. OK. On va pouvoir cliquer sur tout calculer dans la barre d'outils pour lancer le calcul. Les résultats vont être disponibles avec les contraintes sur toute la section en fonction des efforts que j'ai définis. Sachant qu'on est cette fois-ci juste sur une analyse aux éléments définis de notre section, on n'est plus sur une analyse des éléments apparents minces. Très bien. Donc par défaut, les propriétés de section qui s'affichent. Et je peux directement dans le navigateur de résultats sélectionner la contrainte X totale. Et j'ai mon panneau de contrôle ici qui m'affiche que des valeurs de moins 6,151 qui correspond à la contrainte sur toute la section pour l'effort normal N. Si je sélectionne le deuxième cas de charge seulement T, cette fois-ci, j'ai 0 dans le panneau de contrôle, donc je n'ai pas de contrainte due à l'effort normal. En revanche, j'ai une contrainte due au cisaillement de la torsion. Et si j'affiche pareil la combinaison 1, qui va accumuler les deux, j'ai bien ma contrainte due à l'effort normal plus la contrainte de cisaillement. Et je peux également afficher la contrainte équivalente de von Mises. Très bien. Et pour vous remontrer l'impression graphique dans le rapport d'impression, je clique sur imprimer le graphique dans le rapport d'impression. Les paramètres par défaut de la des dernières options ont été pris en compte. Je peux cliquer directement sur enregistrer et afficher. Pareil que tout à l'heure, je vais cliquer sur les chapitres que je souhaite afficher dans le rapport d'impression. Et une fois que je valide, le rapport d'impression se charge pour s'afficher avec l'impression graphique que l'on a ajoutée ici. Donc là, on voit le rapport d'impression qui est bien en train d'être chargé. Il n'a plus qu'à apparaître avec ce que l'on a défini. OK. Pareil, un petit aperçu de notre section. Et ici, quand je clique dans le navigateur à gauche, j'ai directement ma section, l'impression graphique de ma section avec les contraintes, les résultats de contraintes que j'ai souhaité afficher. OK. Je peux quitter le rapport d'impression, je peux enregistrer mon modèle et on va passer sur la dernière section de cette formation qui va être une section composée. Donc je vais quitter le modèle, je vais cliquer sur nouveau modèle. On va donc créer une section avec plusieurs matériaux, avec une surface en béton d'1 mètre de large en partie haute, de 20 cm d'épaisseur, et supportée en partie basse par un HEB 400. Donc je donne ici le nom de ma section. OK. Je reste sur l'analyse de l'élément fini. Je peux valider. OK. On va faire pareil, un clic droit sur matériaux, tout supprimer. Oui, pour recommencer à 0. Et on va pouvoir définir nos nouveaux matériaux, puisque cette fois-ci, on en a 2. Donc, je clique droit sur matériaux, nouveaux matériaux. Je vais cliquer sur importer à partir de la bibliothèque de matériaux sur le petit livre. Je fais la recherche directement de mon premier matériau. Donc,
l'acier S235. Je sélectionne la norme que je souhaite ici, Eurocode 3, je valide. OK. Et je vais cliquer ici sur créer un nouveau matériau. OK. Je clique sur la bibliothèque de matériaux et je sélectionne cette fois-ci mon béton, donc C40 50 avec un slash entre les deux. Et ici, j'ai tous les bétons disponibles. Ici, la première de la liste selon l'Eurocode. Je valide. Et j'ai bien mes deux matériaux qui sont dans la liste. OK. On va pouvoir enregistrer le modèle dans la barre d'outils. OK. Et je peux l'enregistrer où je souhaite. On va créer la section en béton. Donc, on va tout simplement faire une nouvelle ligne, par exemple, que l'on va commencer ici. Donc, je vais donner directement les coordonnées à -500 et 0. Je clique sur appliquer. Voilà, comme ça, j'ai un repère. Et je vais pouvoir aller de l'autre côté à 500 et 0. Donc, ça va être une section rectangulaire, donc de 1 mètre de large, donc -500 à 500, OK, et de 20 cm d'épaisseur. Donc là, je vais jusqu'à -200, OK, et je peux aller jusqu'à l'autre côté. Donc là, -500, -200, et je reclique sur le premier point. OK, je fais un clic droit pour quitter la fonction de création de ligne. Là, je pourrais recontinuer sur un nouveau point, et je fais un deuxième clic droit pour quitter. On va créer notre pièce à partir de ces lignes de contour. Donc, je fais un clic droit sur nouvelle pièce, sur pièce, et je clique sur nouvelle pièce, ligne de contour. Je sélectionne ici mon matériau numéro 2 pour le béton, et je sélectionne graphiquement les lignes de contour. Je fais une sélection lasso de tout mon modèle. OK. Et je peux valider. Voilà la section en béton. Je vais pouvoir maintenant créer l'HEB 400 en dessous. On va donc faire un clic droit sur section dans le navigateur, nouvelle section. Je vais cliquer sur importer la section de la bibliothèque. Et cette fois-ci, dans les sections standardisées, je vais cliquer sur tout en haut à gauche sur poutre en I, poutre en H. Pareil que pour tout à l'heure, les filtres sont disponibles. Je vais utiliser la barre de recherche en cliquant directement HEB 400. Et ça va me filtrer automatiquement tous les HEB 400 disponibles en fonction des séries et des fabricants. Et je vais choisir l'Euronorme. Je peux sélectionner. Et ici, je sélectionne bien mon matériau 1, S235. OK. Au niveau de l'insertion de cette section, je vais me définir le point de décalage. Donc, ça va être en partie basse. Donc, je vais juste définir ce point-là, qui va être mon point de référence. Et je vais sélectionner le point d'insertion graphiquement, qui va être, du coup, ici, au point 00. OK. Et automatiquement, la section s'est bien insérée. Il me reste plus qu'à définir les charges. Je vais donc faire un clic droit sur cas de charge, nouveau cas de charge. Et on va juste définir un cas de charge en MY. Je valide. Et dans effort interne, MY, je vais cliquer sur nouveaux efforts internes. Et je vais définir un moment fléchissant de 100 kN/m. OK, tout simplement. Et je peux lancer le calcul en cliquant sur tout calculer. Le navigateur de résultats peut m'afficher la contrainte X totale. Et ici, j'ai un aperçu, grâce à l'échelle de couleur sur la droite, de mes contraintes de 21,51 en rouge, en partie basse. Donc, on est sur une valeur positive, donc qui correspond à de la traction, donc dans le profilé, donc nous c'est OK. Et une valeur bleu marine de moins 1,955 en partie haute sur pratiquement toute la section en béton. On est sur une valeur négative qui correspond bien à de la compression dans R section. Donc on est OK.
Notre section, on va pouvoir l'utiliser dans RFM6 pour le dernier exemple de cette formation. Donc, je vais enregistrer le modèle et je vais aller sur RFM6. Ici, j'ai RFM6 ouvert et on va donc créer une nouvelle barre, un nouveau modèle avec une barre avec la section que l'on vient de créer et on va vérifier les efforts que l'on a définis. Donc, je clique sur Nouveau modèle. Dans RFM6, on va définir pareil le nom de notre modèle avec les propriétés. Ok. Donc on va donner le nom à notre modèle, donc poutre composée. On va sélectionner juste un modèle 2D, on va juste faire une poutre, juste une poutre avec une charge et on peut valider. On va donc insérer notre section. Notre section, elle a déjà des matériaux attribués. Donc pareil que pour ce que je vous ai présenté dans R-section, on va pouvoir dès le début du modèle supprimer les matériaux. Et même il y a d'autres sections par défaut qui sont déjà définies en fonction des anciens modèles. Donc je vais faire un clic droit sur objet de base et je vais faire tout supprimer objet de base. Oui. Et comme ça supprime le matériau, les sections, les épaisseurs. Et j'ai plus qu'à importer ma nouvelle barre. Je clique ici sur nouvelle barre simple dans la barre d'outils. Je dois définir une barre simple avec une section, donc dans l'onglet section, et je vais cliquer ici sur importer de la bibliothèque de section. Et ici, on retrouve notre bibliothèque de section avec la possibilité d'importer la section depuis R-section. Et donc là, ça me demande de chercher la section sur le PC. Je sélectionne la dernière, ouvrir. J'attends que ça charge et ça va la rajouter dans mon modèle. Ok, je suis sur la boîte de dialogue modifier la section. Ici, je vois le matériau 1 S235. Or, j'ai deux matériaux d'activer. Ici, j'ai bien la fonction hybride d'activer pour avoir plusieurs matériaux. Je vais donc aller dans l'onglet hybride et je vais définir pour ma pièce numéro 1 le matériau numéro 2. Voilà, donc là j'ai bien la pièce numéro 2, le 1 avec l'acier et ici le béton. Ok, je valide. Je valide les propriétés de ma barre et j'ai plus qu'à dessiner ma barre. Ici du point 0 jusqu'à 5. Ok, je fais un clic droit pour quitter. J'ai bien ma poutre qui a été créée. Je vais attribuer des appuis pour pouvoir lancer le calcul. Je vais donc cliquer ici sur assigner un appui nodal. Je vais sélectionner deux appuis articulés, je valide et j'ai plus qu'à sélectionner. Voilà. Donc j'ai un appui à chaque extrémité pour que ma poutre soit stable. Je peux augmenter la taille des appuis s'il faut. Très bien. Et je vais définir ma charge. Je vais directement aller dans le tableau cas de charge et combinaison. J'ai par défaut un poids propre qui est défini. Comme je vais vouloir comparer avec la valeur du moment que j'ai défini dans la section, je vais désactiver ici le poids propre. Et je vais pouvoir créer ma nouvelle charge de barre qui va correspondre à mes 100 kN de moment au centre de la barre. Donc pour ça, je dois entrer une valeur de 32 kN par mètre. OK. J'attribue à cette barre.
Et vous verrez que sur les résultats, ça correspond bien à un moment au milieu de la barre de 100 kN/m. Ok, je peux cliquer sur afficher les résultats. Oui. J'ai le moteur de calcul qui se lance avec le calcul sur le seul cas de charge que j'ai fait, le poids propre, où j'ai défini ma charge de barre, avec les données disponibles ici. Bien sûr, en fonction de la puissance de l'ordinateur, le calcul est plus ou moins long. Et donc ici, je vais pouvoir afficher mes efforts internes pour ma barre, donc MY. Voilà, donc avec l'effort de 32, la charge de 32 kN/m que j'ai mis, j'ai bien un effort de 100 kN que je vais pouvoir comparer avec R section. Et ce qui m'intéresse, sont les contraintes que je vais afficher ici, et notamment contrainte X totale. Et je retrouve bien, vous le voyez sur le panneau de contrôle à droite, avec l'effort maximal, les contraintes maximales de 21,51 en partie basse et une valeur de contrainte de moins 1,955 sur pratiquement toute la section en béton. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien pu suivre tous les exemples de cette formation. Quelques petits mots sur notre site internet, puisqu'on arrive au terme de cette formation. Donc pour les étudiants, vous avez un onglet dédié spécifiquement pour vous. Vous allez retrouver plein de supports d'e-learning, avec notamment les dernières vidéos d'RFM6 pour débutants, avec plus d'une vingtaine de vidéos pour pouvoir devenir vraiment performant sur le logiciel et connaître tous les détails de base. Vous avez ensuite des plateformes de connaissances avec des vidéos, des manuels en ligne, des exemples introductifs. Vous avez ensuite toutes les possibilités de demande ou de renouvellement de licence étudiante, mais aussi de licence enseignante. Vous allez aussi également pouvoir soumettre une thèse ou votre projet de fin d'études à Drupal. L'avantage, c'est de retrouver le résumé de votre projet dans 9 langues qui peuvent être lus partout dans le monde par tous les utilisateurs de Drupal. Vous avez aussi une visibilité sur les réseaux sociaux. Également, vous recevrez un cadeau de remerciement pour le partage de votre mémoire ou de votre projet de fin d'études avec un bon d'achat. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter directement sur la page d'accueil pour avoir les dernières actualités sur nos formations. Et je vais revenir au diaporama pour voir s'il n'y a pas des questions. Hop. Alors, visiblement, il n'y a pas eu de questions ou alors tout a été répondu. Donc, très bien, je vais pouvoir clôturer cette formation. Donc, cette deuxième formation, il y aura une troisième dans un mois et 3 autres à la rentrée en septembre. Vous pouvez accéder à tous nos services en ligne gratuitement sur notre site avec l'outil de géolocalisation pour les charges de neige de vent, des FAQ si vous avez la moindre question. Vous avez beaucoup de réponses qui sont déjà disponibles dans nos FAQ. Vous avez également des modèles téléchargeables si vous avez qui peuvent vous donner de l'inspiration pour vos modélisations ou les manières de modéliser certains projets. Vous avez également donc de nombreuses vidéos comme cet enregistrement aujourd'hui qui va se retrouver sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site
Vous retrouvez notamment la boutique en ligne avec le descriptif de tous les produits et vous avez bien sûr la version d'essai accessible aussi sur notre site. Si vous avez la moindre information sur le logiciel, sur cette formation, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail adressée ici ou à nous contacter aussi directement par téléphone. Je vous remercie d'avoir participé à cette formation. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine formation dans un mois. Une fois que vous aurez quitté cette formation, vous pourrez également remplir le formulaire directement à la fin pour évaluer cette formation. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir.